Bonjour, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être... Vous m'entendez bien? Ça va? Plus fort? Merci d'être venu effectivement à ce rendez-vous de partage des initiatives et de la vision du groupe La Poste sur les enjeux de la Silver Economy. Alors, sont venus échanger avec vous Jean-Marie Dunant, qui est directeur du développement Silver Economy e-santé chez DocaPost, Raphaël Tamponnet, qui est directeur des partenariats pour le groupe La Poste, et moi-même, récemment en charge de la Silver Economy pour le groupe La Poste. Alors, on a envie de partager avec vous aujourd'hui notre vision des enjeux de la Silver Economy, les initiatives également que le groupe La Poste a prises avec une partie des acteurs de l'écosystème pour répondre aux attentes des seniors aujourd'hui, et puis notre vision du futur. Donc pour commencer sur les grands enjeux de la Silver Economy et des seniors, je propose que Jean-Marie nous fasse partager quelques chiffres. Merci Delphine. Alors, je suis désolé pour le son qui n'est pas forcément de bonne qualité parce que ça résonne beaucoup derrière. Et on va revenir sur quelques chiffres clés qui montrent les tendances. Alors je pense que beaucoup d'entre vous connaissent la chose. Ce qu'on constate, c'est une évolution, un vieillissement de la population. On vit de plus en plus longtemps et ça c'est une très bonne chose. Et puis un nombre de seniors de plus en plus important. 15 millions de personnes aujourd'hui, 25% de la population, avec une tendance forte, et ça c'est des chiffres qui sont pas que des estimations, mais c'est vraiment des prévisions qui sont très fiables, parce que c'est les données de l'INSEE, et on sait qu'on vieillit de plus en plus longtemps. Prochainement 20 millions de personnes, 22 millions en 2050, 35% de la population française. Et donc c'est une tendance lourde et qu'on ne pourra pas modifier. Et c'est plutôt une bonne chose parce qu'on a tous une espérance de vie qui grandit. Et vous avez certainement la possibilité de devenir centenaire. Aujourd'hui, il y a 16 000 centenaires. 2030, 160 000 centenaires. La partie espérance de vie, aujourd'hui 83 ans. Alors plus importante pour les femmes, un peu moins pour les hommes. Et effectivement, on va prendre 5-6 années de plus. On va monter à 88 ans en 2050. Alors, sur le schéma du bas en bas à gauche, effectivement, on voit un poids de plus en plus fort des plus de 60 ans. C'est ce que je disais, le vieillissement de la population, au-delà de l'allongement de la durée de vie. Forcément, sur ces 15 millions de personnes, les profils sont très variés, mais on peut les résumer en trois principaux types. On va dire les seniors actifs, principalement ceux qui arrivent à la retraite. Et puis, progressivement, des seniors qui deviennent des populations fragiles et qui vont souvent tomber en dépendance ou en perte d'autonomie. Forcément, à 60 ans, seulement 8% des personnes dépendantes. Et plus on vieillit, plus on a une probabilité forte de tomber en dépendance. 20% des personnes qui ont plus de 85 ans. Alors tout autour de ça, il y a tout un écosystème avec quelques chiffres qui reviennent régulièrement. 8 millions d'aidants, alors aidants tant professionnels que familiaux, avec les conséquences que ça a sur la vie au quotidien de ces aidants familiaux notamment. Et puis la problématique de financement. Parce qu'effectivement, lorsque la retraite a été inventée en 1945, avec un départ à 65 ans, on avait une espérance de vie de quelques années. Aujourd'hui, à 65 ans, on peut aller jusqu'à 83 ans, voire 100 ans, voire plus, avec les problématiques de financement. Avec le sujet, effectivement, tant qu'on reste à domicile, c'est une chose. Et puis lorsqu'on doit être hospitalisé ou aller dans des maisons spécialisées, EHPAD et autres, forcément un coût important et souvent une prise en charge qui reste à la famille non négligeable. Alors quelques chiffres sur la Silver Economy que vous avez certainement déjà entendu parler. J'ai simplement repris moi les chiffres de l'association France Silver Economy. Donc au niveau européen, un marché en croissance de 4%. Merci. Un marché de 120-130 milliards qui est amené à évoluer dans les années à venir. Et quand on regarde plus en détail, forcément des secteurs qui poussent fortement. Donc les secteurs qui ont trait à l'habitat. Donc là, c'est la mise en accessibilité, l'adaptation du logement.
mais également des secteurs autour du maintien à domicile, les technologies de maintien à domicile, rester à domicile le plus longtemps possible, en bonne santé, en bonne sécurité. La santé avec des taux de croissance de 11%. Et inversement, des secteurs un peu en déclin, forcément une personne âgée, d'autant plus si elle devient en dépendance, les problématiques d'automobile, de transport sont peut-être un peu moins importantes. Les notions d'habillement également, et surtout les achats impulsifs, forcément revus à la baisse. Comme je le dis souvent, les seniors, c'est vraiment des experts du marketing. C'est des gens qui ont essuyé toutes les techniques de marketing direct, de marketing relationnel, les vendeurs de salon pour vendre de la literie, de la cuisine et autres. Et donc, arriver à leur proposer, leur vendre des offres, forcément, il faut avoir une proposition de valeur très, très importante. Alors forcément, alors là, quelques chiffres sur le marché français, une population qui représente, d'un point de vue économique, un poids très, très important, 54% des dépenses totales des Français, avec des secteurs qui arrivent par ordre de croissance, la santé, 64%, mais également tout ce qui concerne l'équipement au sens large. Alors bien sûr, c'est aussi une population qui a du temps souvent, et donc des notions autour des loisirs, avec des loisirs forcément adaptés, que ce soit des voyages adaptés, des lectures adaptées, etc., arrive en 3e position. Et puis l'univers de l'assurance, justement pour sécuriser son bien vieillir. Je vais laisser la parole à Raphaël, qui va revenir sur nos initiatives au niveau du groupe La Poste sur ce marché-là. Merci Jean-Marie. Alors vous avez vu tout à l'heure les enjeux au niveau de la société, un petit peu aussi au niveau de l'écosystème et finalement La Poste dans tout cela. Alors pour bien comprendre à la fois notre présent et puis comprendre aussi notre futur, je vous propose juste de vous projeter un petit peu en arrière, de revenir sur notre histoire. Finalement, quand on pense à La Poste, je suis sûr que la plupart d'entre vous vous êtes dit La Poste, c'est le courrier. Et puis souvent le courrier, on dit c'est La Poste. Et puis on vient vous parler de services aujourd'hui. Alors ce courrier, il est en attrition aujourd'hui. Et nos seniors, par rapport au courrier, sont nos meilleurs ambassadeurs finalement. Ils aiment recevoir du courrier et ce sont eux aussi qui aiment aussi en écrire. Et nos seniors, par rapport au bureau de poste, peuvent se dire comment je vais faire, moi, puisque je vais avoir peut-être des difficultés à me rendre dans mon bureau de poste, même physiquement. Et puis, on a parlé de la fracture numérique. Aujourd'hui, beaucoup d'offres se retrouvent aussi sur le canal digital. Quand on n'a pas un moyen d'accéder à l'Internet, qu'est-ce qu'on fait ? Donc cette fracture, on l'a à peu près identifiée autour de 75 ans. Et on verra justement aujourd'hui qu'il y a des solutions pour ne pas rester déconnecté, même quand on est un senior. Donc tout ça pour vous dire que face à ce contexte, La Poste, le groupe La Poste, a pour obligation finalement d'innover, à la fois pour pérenniser l'entreprise, cette grande entreprise de service public, mais aussi pour continuer à assurer ses missions auprès de tous les publics. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on n'est absolument pas dans un projet d'accompagnement du déclin. Voilà, on en entend le déclinisme, la morositude ambiante, etc. On n'est pas du tout là-dedans. Et ce qu'on est en train de vous montrer, c'est surtout qu'on est dans un projet de conquête et de développement. Ce qui nous rend confiance, ce sont nos atouts. Alors quels sont-ils finalement au service de la silver economy et des différents acteurs ? Le premier, sans jeu de mots, c'est le facteur humain. C'est ça notre marque de fabrique finalement. Ce facteur humain, c'est quoi ? C'est qui plus précisément ? Ce sont 80 000 facteurs par exemple. Et ces facteurs, ils ont la particularité d'être présents 6 jours sur 7 partout en France, y compris dans les zones les plus reculées de notre territoire. Et ce facteur, depuis peu, on l'a connecté. Vous le voyez sur la photo, il y en a un qui tient un smartphone. Aujourd'hui, ça paraît complètement normal. Rappelez-vous, il y a quelques mois ou années en arrière, c'était quand même que les Happy Few qui avaient ça. Et ce qui en fait qu'aujourd'hui, on a le premier réseau humain connecté de France. Donc ça, c'est un atout absolument considérable qui ouvre le champ des possibles. Deuxième atout clé, là encore sans jeu de mots, le facteur confiance. Alors cette confiance, elle se personnalise par le personnage du facteur, qui aujourd'hui est le personnage préféré des retraités. Et puis cette confiance, elle permet d'ouvrir les portes, elle permet d'accéder au logement, elle permet
beaucoup de choses, y compris dans le rôle de lien social que représente le facteur. Mais cette confiance, comme les plus beaux joyaux, ils sont fragiles. Cette confiance, elle est fragile. Pourquoi ? Parce que c'est toujours difficile de gagner la confiance, et toujours aussi le risque, c'est de la perdre. Souvenez-vous de cette citation de Jean-Paul Sartre. La confiance se gagne en gouttes, elle se perd en litres. Donc, nous serons absolument extrêmement vigilants sur le fait qu'on a conscience de ça et on n'en abusera pas. Ça doit être une aide, ça ne doit pas être un passe-droit. Et puis le troisième atout majeur que représente le groupe La Poste, c'est finalement sa responsabilité sociétale. Alors je la résumerai pour vous faciliter votre prise de notes en un petit moyen mnémotechnique, les 3 A. Alors c'est pas le fichier automobile, c'est quoi ? 3 adjectifs: accessible, acceptable et adapté. Alors cette accessibilité, quand on est senior, quand on est valide, finalement, ça parle pas forcément l'accessibilité. On se dit, ben oui, tout est facile. Quand on est handicapé, quand on est, par exemple, en mobilité réduite, quand on est isolé, quand tout simplement on n'a pas de véhicule, cette accessibilité, notamment par la proximité géographique que représente le groupe La Poste, elle est essentielle. Et cette accessibilité, je veux aussi la décliner sous son aspect de l'accessibilité par le prix. On a parlé de la solvabilité des seniors, leurs revenus ne sont pas extensibles à l'infini. Et aujourd'hui, la capacité que l'on a, et vous le verrez dans des illustrations concrètes, c'est d'offrir des solutions pour quelques euros seulement. Ce qui permet de rendre aussi beaucoup plus accessibles les différents services qu'on pourra offrir. Et puis, le côté acceptable, ça c'est important. Comme je vous le disais, ce côté acceptable, il est de toutes les parties. C'est-à-dire, imaginez le facteur qui rend de nouveaux services, je vous donnerai des illustrations. Pour qu'il ait envie de remplir ses missions, il faut qu'il puisse se sentir à l'aise avec. Donc il faut que ce soit acceptable de son point de vue. Et puis pour le bénéficiaire aussi. Il faut que lui aussi adhère à tout cela, ait envie d'ouvrir la porte à son facteur, ait envie. Et il faut que ce caractère acceptable soit bien sûr partagé par l'ensemble des parties prenantes. Et je terminerai par adapter sur la senior économie. Est-ce que vous savez quelles sont les meilleures ventes du terminal à la Poste Mobile ? C'est le Doro. Le Doro, c'est un modèle, on va dire, plutôt brandé senior, avec des grosses touches, extrêmement simples. Donc tout ça pour dire que finalement, quand on innove au service de nos aînés, on innove en fait pour toute la société, parce que souvenez-vous de la télécommande. Aujourd'hui, plus personne ne pourrait s'en passer. Et il y a quelques temps, ça avait été fait pour les personnes qui ne pouvaient pas aller jusqu'au poste de télévision pour régler le son ou la chaîne. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça peut servir aussi toutes nos générations. Et souvent, la valeur d'une société, alors que ce soit une civilisation, une entreprise, entre guillemets, on la mesure souvent aux attentions qu'on a aux plus fragiles. Sur les illustrations concrètes, aujourd'hui, le champ d'intervention, notamment pour nos facteurs, pour ne citer que, il est autour de 3 volets, 3 grands volets. Un premier champ, on va dire, d'intervention qui est autour de la lutte contre l'isolement et la détection précoce des conséquences du vieillissement. Le deuxième grand champ, c'est sur le portage à domicile. Et enfin, j'ouvrirai aussi sur comment connecter le domicile pour un suivi à distance, par exemple. La lutte contre l'isolement et les détections précoces des conséquences du vieillissement, je vais vous l'illustrer par quelques initiatives que nous avons eues avec nos clients. Parce que tout ce que je vous présente, on ne le fait pas en notre nom propre, on le fait pour nos clients, que ce soit des collectivités, que ce soit des administrations, des entreprises, des associations, voire même aussi, pourquoi pas, des commerçants. Le premier point que je voudrais illustrer, c'est notre capacité à aller identifier des besoins, par exemple d'aide, pour des personnes fragiles ou isolées. Vous avez peut-être assisté à la conférence de mardi dans laquelle la CNAV est venue témoigner sur ce que nous avons mis en place en commun pour venir identifier chez des retraités de plus de 80 ans leurs besoins en termes d'accompagnement, en termes d'aide. Et là, comment ça s'est passé ? C'est la capacité du facteur, qui ne s'est pas improvisé. Il est allé en mission après avoir reçu
auprès du bénéficiaire des courriers qui annonçaient le passage du facteur, mandatés par les différentes CARSAT, pour poser un certain nombre de questions et aider l'administration finalement à cibler son public et à être le plus efficace possible dans les aides qu'il pourrait proposer. Et ce qui s'est passé a été remarquable parce que quand on voit le taux d'acceptation qui a été fait par ces retraités, c'est assez extraordinaire. Un taux d'acceptation qui a dépassé au début les plus de 32%. Et pour ceux qui ont accepté, dans plus de 70% des cas, l'ensemble des questions a pu obtenir des réponses. Donc ça prouve la confiance, ça prouve l'efficacité et ça prouve aussi la capacité de nos facteurs à venir au-devant des personnes et à leur rendre service. La lutte contre l'isolement, je prendrai l'exemple de Cohesio. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un service de la Poste de lien social, de visite auprès de personnes qui sont parfois isolées, parfois fragiles, et qui permet de rompre la monotonie des jours. Et puis surtout, valeur importante, de s'assurer que la personne va bien et de remonter également l'information à notre donneur d'ordre. Souvent une mairie, une collectivité, un CCAS, parfois des assureurs. Dans le cadre de la canicule, vous vous souvenez, là il fait froid, on a déjà oublié qu'il avait fait très chaud, souvenez-vous, début juillet. Et en réponse aux sollicitations des pouvoirs publics, nous avons lancé une vague opération de Cohesio auprès des personnes fragiles dans les départements placés sous alerte canicule. Et donc c'était le fichier des personnes fragiles des mairies qui a été utilisé, et dans 10% des cas, le facteur a effectué ce qu'on appelle un signalement auprès de l'action sociale de la mairie pour une prise en charge. Donc vous voyez quand même l'importance de tout ça. J'allais dire, quand on ne le fait pas, une personne sur 10 passe à côté d'une aide dont elle aurait vraiment besoin. Et puis, je voudrais aussi illustrer les choses sur la prévention. Donc c'est toujours mieux de prévenir que de guérir. Et sur la prévention, nos facteurs sont aussi en capacité de passer des messages de sensibilisation, de prévention. On l'a vu sur la canicule, ça peut être sur le grand froid, ça peut être aussi sur des risques de chute, une des causes principales d'accidents pour les personnes âgées. Et également, certaines préfectures nous ont sollicité pour envisager de travailler sur les risques liés à l'usurpation d'identité pour des personnes fragiles, s'appuyant sur le fait que nos facteurs sont assermentés et sont des personnages de confiance. Pardon. Deuxième grande famille sur le portage. Le portage à domicile, c'est quoi? C'est le fait que si on ne peut pas aller au-devant du service, c'est finalement le service qui va venir jusqu'à vous, et notamment jusqu'au domicile. Alors les illustrations les plus concrètes, notamment, c'est par rapport aux médicaments. C'est vrai que si on s'interroge un tout petit peu, le malade, s'il est malade, c'est qu'il n'est pas en bonne santé. Vous allez me dire, ça c'est un beau néologisme. Et c'est à lui qu'on va demander d'aller faire des kilomètres, voire des demi-heures de route dans les zones les plus désertées pour aller chercher ses médicaments. Voilà, reconnaissons tous ensemble que parfois on se dit, tiens, c'est un petit peu bizarre. Et donc nous avons aujourd'hui plusieurs centaines de pharmacies avec lesquelles nous travaillons pour effectuer du portage à domicile auprès des personnes qui en auraient besoin. Et puis on a énormément d'acteurs de la santé qui viennent nous voir pour nous dire, écoutez, on est en train de développer des solutions de piluliers, des logiciels de PDA, de préparation de doses à administrer. Et on se pose la question, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce qu'on porte le médicament jusqu'au patient, qu'il soit chez lui, qu'il soit en EHPAD? Et là, on voit bien qu'on a une réponse que l'on peut apporter. Et puis dans le domaine de la culture aussi, vous savez que nos aînés aiment bien lire, aiment bien entretenir leur cerveau, etc. Et on s'est rendu compte que l'accès à la culture était parfois difficile. Et donc nous travaillons avec des médiathèques pour effectuer du portage de livres, de sudoku, de mots fléchés, etc. auprès des personnes qui n'ont pas accès à ces offres-là, pour retarder par exemple l'apparition de maladies neurodégénératives. Et puis dans les aspects un peu plus conviviaux aussi, le portage, ça peut être une boîte de chocolat au moment de Noël, ça peut être du repas, ça peut être des plateaux repas, des courses.
Et nous sommes aussi sollicités par des associations qui ont en charge les personnes sous tutelle ou sous curatelle pour le portage d'espèces. Souvent, ce n'est pas forcément facile quand on est senior, qu'on n'a pas toujours de carte bancaire ou un distributeur à proximité, de régler des menus dépenses ou des intervenants à domicile, et parfois on manque d'espèces. Et voilà, nous sommes ouverts aussi à ces sujets pour faire du portage d'espèces, bien évidemment dans des montants limités pour des questions évidentes de sécurité. Et puis, notre champ des possibles ne s'arrête pas là. Vous avez entendu parler de tous ces objets connectés, cette profusion d'innovation. Nous sommes aussi un acteur qui peut rendre possible aussi un certain nombre de choses, que ce soit sur l'installation de boîtiers connectés, que ce soit des boîtiers de téléassistance, des boîtiers de télégestion pour certaines collectivités, voire même la capacité du facteur à mettre en main des équipements numériques. Et sur ce point-là, je vais laisser la parole à Delphine, qui va vous parler d'une tablette spécialement dédiée à nos aînés. Delphine, c'est à toi. Alors, on va faire un petit peu un point d'étape sur l'expérimentation ardoise qui a lieu dans l'ouest de la France aujourd'hui. Mais avant ça, j'aimerais partager avec vous finalement quels sont les enjeux de l'écosystème. Et Ardoise reflète un petit peu la façon dont on propose d'apporter des bouts de réponse à l'échelle de la Poste. Quand on regarde l'écosystème, les acteurs de la Silver Economy, ceux qui sont très bien représentés globalement dans ce salon, on voit que c'est plus tellement un sujet de solution. Les solutions pour les seniors, on peut dire que globalement maintenant il y en a. Alors il y a encore de l'innovation, il y en aura toujours, mais les solutions elles existent. Alors finalement la question c'est pourquoi ça décolle pas plus vite. On a bien évidemment la question du repérage des solutions existantes pour le public et pour les professionnels. Alors, le portail de référencement des solutions de la Silver Economy est en cours de construction par France Silver Eco. Ça va faciliter le repérage et peut-être la labellisation, voire l'évaluation des solutions adaptées aux besoins des seniors. Et globalement, le sujet des solutions, on voit qu'il est bien représenté. On parle encore beaucoup de solvabilité et on ne va pas régler le problème de solvabilité aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est un frein assez net au développement des solutions et pas nécessairement que des solutions très innovantes. Ça peut être aussi un sujet dans l'accès à des choses assez élémentaires autour, par exemple, de l'aménagement de l'habitat. Ça fait partie des freins, rendre les offres accessibles, rendre les publics aussi solvables rapidement, parce qu'il ne faut pas attendre des mois pour leur donner accès à certaines offres. Parfois, c'est trop tard. Finalement, si je retenais un enjeu majeur qu'on doit essayer de franchir tous ensemble, et on a peut-être un rôle à jouer pour accélérer le développement de l'écosystème Silver Economy, c'est le problème de l'industrialisation et de la distribution des offres. On a, sur le salon d'ailleurs, quelques startups qui seraient ravis de pouvoir atteindre les chiffres de vente de quelques milliers de pièces ou dizaines de milliers de pièces qui sont finalement des petites échelles industrielles, mais qui leur permettraient de rendre leurs offres accessibles. Sauf qu'elles n'ont pas accès à des réseaux de distribution structurés aujourd'hui. La grande distribution, ce n'est pas un reproche, mais la grande distribution n'a pas encore prévu de faire des corners seniors. Nous-mêmes, le groupe La Poste, on n'est pas certain un jour de faire des corners seniors dans les bureaux de poste. C'est un vrai sujet quand on est distributeur. C'est un sujet d'image. C'est un sujet d'allocation de vos mètres carrés à un marché qui sera suffisamment gros et qui sera suffisamment rentable. Aujourd'hui, il y a quelques initiatives, mais finalement assez encore peu nombreuses. On a Vita Confort de La Paire qui est un exemple de montrer, rendre visible pour rendre accessible, montrer les produits et services qui peuvent répondre aux besoins des seniors. De la même façon, la téléassistance dont on parle souvent, c'est pas facile de savoir que ça existe, de savoir ce qui existe, de savoir comment y avoir accès. Il y a un vrai sujet résiduel, mais qui est un sujet majeur de distribution dans ce secteur. Et on a quelques pistes. Le réseau de La Poste, on va en reparler, mais ce n'est pas la réponse magique à tout. Ça peut peut-être aider pour distribuer certaines offres comme la tablette. On parle aussi de plus en plus du service à la personne, des acteurs des services à la personne comme étant présents
tous les jours à domicile ou régulièrement à domicile, et c'est peut-être eux qui seront peut-être encore mieux placés demain pour distribuer les produits et services de la silver economy. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est pas évident parce qu'il faut former les gens à distribuer ces services. Ce ne sont pas des commerciaux, ce sont des gens qui aident au quotidien. Mais c'est certainement une piste à explorer et certains acteurs ont commencé à faire des tests pour distribuer les produits et services de la silver economy à travers le service à la personne. Alors en termes de distribution, il y a également, de notre point de vue, un enjeu intéressant et assez facile à mettre en place si on s'y prend bien, qui est de faire travailler de manière décloisonnée les experts et les acteurs ensemble. On a nos propres silos dans la silver economy. Chacun est présent sur sa spécialité, sur son métier, et c'est bien normal. C'est aussi un gage de qualité. Je pense qu'une partie du développement du marché qu'on va réussir collectivement à produire, et une partie de la valeur qu'on créera sur ce secteur économique, c'est notre capacité à décloisonner les offres, à profiter de la présence des uns et des autres comme distributeurs potentiels des offres du secteur, et pas uniquement distributeurs de leur spécialité. Donc plus on va créer des ponts entre les grandes filières de la silver economy qui sont présentes sur ce salon, plus on va créer des ponts de distribution, plus on rendra visibles les offres et plus on peut avoir un effet de levier et d'échelle sur la distribution de ce secteur. Alors à l'échelle de la Poste, on a appliqué un petit cas d'école, j'espère que ça deviendra un cas d'école, je regarde l'équipe Tiki-Easy qui est dans la salle, sur la tablette ardoise. Comment on a raisonné ? Nous, le groupe La Poste, on n'est pas un spécialiste aujourd'hui du marketing à destination des seniors. C'est assez compliqué d'ailleurs, je ne sais pas si quelqu'un y arrive complètement, mais alors que, par exemple, notre temps, le groupe Bayard, est très accoutumé à traiter du contenu qui va intéresser la population des seniors. Même le magazine le plus lu en France par cette population. Donc on est allé chercher, oui, c'est même eux qui sont venus nous voir, l'expertise du fond, du contenu, des thématiques d'un grand acteur du monde du papier, du monde des magazines, du monde de la presse, pour venir apporter un élément de contenu enrichissant l'offre de la tablette, qui par ailleurs est une tablette tout à fait normale, enfin c'est une tablette qui n'est pas aménagée particulièrement pour les seniors, tablette Arcos, à laquelle on est venu mettre une couche d'expertise ergonomique, et c'est ça qui fait aussi la différence pour accéder facilement au contenu et services, qui est apporté par Tiki-Easy, qui développe et essaye et teste depuis des années les tablettes pour les seniors. Et d'ailleurs, avec les expériences de distribution de cette offre, où jusqu'à présent c'était difficile de faire décoller le marché parce que la distribution en vente par correspondance, c'est compliqué. La distribution chez des distributeurs généralistes, ça ne marche pas très bien non plus. Il faut quand même de l'accompagnement et de la mise en main. Et on s'est lancé avec, pas comme objectif de vendre des tablettes, pas tellement le sujet, mais comme objectif de venir contribuer à du lien social et du lien numérique en même temps. Pourquoi ? Parce que c'est pas normal qu'aujourd'hui, il n'y ait qu'une toute petite partie des 70 et plus qui finalement se soit lancée dans le numérique. C'est d'autant plus problématique que demain, il y a plein de choses, à commencer par déclarer ses impôts, qu'on ne pourra pas faire si on n'a pas accès à Internet. C'est quand même un sujet qu'on peut considérer un sujet de société. C'est pas normal que ces gens se trouvent du coup un peu exclus d'un certain nombre de services ou qui puissent avoir pas accès de façon fluide et moderne à l'information qui va être de plus en plus disponible par ces canaux. Donc, en diffusant largement une tablette senior, on diffuse à la fois du lien numérique, ils ont accès à Skype, ils peuvent voir leurs petits-enfants, donc on les aide à rester en contact avec leur réseau familial et avoir accès, bien sûr, à tout un tas de services demain. Ce qui fait que la tablette fonctionne bien aujourd'hui dans l'expérimentation, c'est qu'on y a mis le temps d'accompagnement du guichetier de la Poste pour expliquer et dédramatiser un petit peu l'usage de la tablette pour ces segments de clientèle qui n'en avaient pas l'habitude, qu'on a un produit qui est facile d'accès et d'utilisation avec beaucoup d'expérience, de retour d'expérience dans le temps sur les besoins des seniors en matière
de navigation sur Internet et d'accès aux applications. C'est un produit qui n'est pas fermé, c'est un produit qui est ouvert. Le senior qui veut télécharger Candy Crush, il peut le faire. D'ailleurs, ils le font. Ou Le Bon Coin, tout un tas d'autres choses. Donc ça, c'est important parce qu'il faut que ça vive avec eux, que plus ils deviennent experts, plus ils aient accès à finalement tout. Et puis, ce qui marche aussi très bien, c'est que c'est le facteur qui vient l'installer à domicile. Alors, c'est une option, mais c'est une option qui est quasiment souscrite systématiquement. Et là, le facteur va venir passer un quart d'heure pour vérifier que la carte 3G ou le Wi-Fi fonctionne, montrer où est le bouton marche-arrêt, faire les premiers essais de navigation, et il va ensuite repasser périodiquement pour s'assurer que tout va bien. Et bien, cette façon d'accompagner l'usage numérique du senior, on a, je crois, trouvé quelque chose qui fonctionne. On monitore l'usage des tablettes. Plus de 70% de ceux qui ont acheté la tablette l'utilisent tous les jours. Ce sont les seniors qui sont venus l'acheter. Ce n'est pas leur famille, ça viendra peut-être. Mais c'est bien eux qui ont fait la démarche de se renseigner. Ils viennent souvent au bureau de poste. Ça fait partie de la population qui fréquente encore régulièrement les bureaux de poste. Et la banque qui est dans les bureaux de poste, puisque la banque postale a 8 millions de clients seniors. Donc on est un lieu de passage pour cette population. Et on met cette capacité à distribuer des offres qui sont utiles pour eux au service, en l'occurrence, de la construction d'un lien numérique et social qui va être clé demain. Tout le monde parle de e-santé. Comment faire de la e-santé quand on n'a pas le i? Donc cette population-là, elle en aura peut-être encore plus besoin que les autres. Donc on va essayer de jouer ce rôle, parmi d'autres, de distributeur de produits et services de la silver economy pour le bien vieillir des seniors. Et cette approche de l'écosystème, c'est-à-dire, bien sûr qu'il faut assembler nos expertises. On ne pourra pas réussir complètement en silo. Donc c'est important, et c'est ce qu'on va essayer de faire de plus en plus, de venir combiner des expertises. Je vous donne un autre exemple. On se dit que le facteur qui a une capacité à se faire ouvrir la porte pour apporter de l'information ou poser quelques questions peut peut-être être un acteur de pré-diagnostic de l'aménagement, l'adaptation du logement. On ne sera jamais ergothérapeute et il y a un vrai besoin de faire connaître ces métiers de spécialistes du diagnostic de l'habitat, parce que pour rester chez soi, il faut que l'habitat soit déjà adapté. Et aujourd'hui, 6% seulement des logements ont été adaptés à ce que peut représenter de vieillir à domicile. Pour autant, peut-être qu'en généralisant un pré-diagnostic en quelques questions, on peut contribuer à identifier déjà les besoins les plus urgents. Et ensuite, passer le relais à des experts du bâtiment, des experts du diagnostic, pour développer ensuite des solutions personnalisées. On fait des tests avec une PME qui s'appelle Domus, start-up qui s'appelle Domus Prévention, qui a conçu un outil de diagnostic et une façon très édulcorée de l'administrer pour être de le faire par le facteur à domicile. Voilà le genre d'initiative qu'on prend en s'intégrant dans l'écosystème de solutions existantes pour rendre des services aux seniors et contribuer au bien vieillir à domicile. Et puis il y a au sein du groupe La Poste une filiale qui est particulièrement active pour animer l'écosystème de la silver economy dans le domaine du numérique, et c'est DocaPost. Jean-Marie, est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe aujourd'hui en termes d'écosystème silver economy chez DocaPost? Oui, alors effectivement, on a beaucoup parlé du facteur jusqu'à présent, mais il faut savoir que la Poste est aussi très présente dans le numérique. Pourquoi? Parce que la transformation digitale aujourd'hui touche tous les pans de la société. Et DocaPost, qui fait partie de la branche numérique du groupe La Poste, est très active sur ces sujets-là, notamment sur les sujets e-santé, également silver economy. Alors quelques références, le domaine de la santé est quand même très réglementé en France. Dès que vous parlez de données de santé, c'est des données très sensibles. Il faut des agréments spécifiques pour les héberger. On est le premier hébergeur de données de santé en France. On héberge et on opère le dossier pharmaceutique pour l'ordre des pharmaciens. On héberge le dossier médical personnel. On regrette qu'il n'y en ait que 500 000 et pas 66 millions. On opère un certain nombre de services liés à la prévention santé avec les mutuelles, ce soit avec la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, avec Malakoff Médéric. Alors quel est le lien avec la silver economy? Déjà, on va tous devenir à un moment senior et qu'on a tous un capital santé. Et que ce capital santé, il faut le préserver le plus longtemps possible. Et donc, il ne faut pas attendre d'arriver à la retraite pour se dire, voilà ma santé, qu'est-ce que je vais faire? Non, c'est dès la naissance qu'il faut
Ils pensaient donc, on a tous un carnet de santé papier à domicile. On voit bien que demain, ce carnet de santé papier va devenir numérique. Vous allez avoir les dates de vos vaccins sur votre smartphone, etc. Deuxième constat, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, la société est devenue ultra connectée. On a parlé du facteur connecté avec Factéo. Vous êtes tous connectés, vous, parce que vous avez tous un téléphone mobile dans la poche, et plus qu'un téléphone mobile, parce que vous avez Internet dessus, vous avez appareil photo, etc., plein de bonnes choses. Et donc, le sujet des objets connectés va pas seulement être sur l'individu ou à l'intérieur de l'individu demain, mais également à domicile, également dans son véhicule, etc. Et Doka Post opère aujourd'hui le hub numérique. Vous avez certainement entendu parler de la chose. C'est une infrastructure de gestion des objets connectés et des services connectés. Et dans cette approche, on est vraiment, nous, un opérateur qui opère de manière industrielle des socles industriels, des infrastructures sur lesquels on pose des services proposés par des entreprises innovantes, des grosses entreprises, mais aussi des petites entreprises, des start-up, des PME, etc. Et on a justement, pour accélérer cette transformation autour des objets connectés, lancé un concours durant l'été, un appel à projet auprès des entreprises innovantes pour développer et proposer soit des objets connectés, soit des services connectés. Il y a eu 100 lauréats. Donc on a 100 partenaires aujourd'hui qu'on accompagne au quotidien autour de ces sujets d'objets connectés. Et parmi ces 100, il y en a 15 qu'on emmène à Las Vegas au mois de janvier, au grand salon, le salon mondial, le CES, le Consumer Electronics Show. Donc c'est le salon mondial des nouvelles technologies. Il y a un stand de la Poste pour la 2e année consécutive et 15 de nos partenaires start-up. Ce qui est intéressant, c'est sur les 100 projets qui ont été lauréats, il y en a 30% qui sont sur l'univers de la silver economy, de l'e-santé, du bien-être. Donc il y a quand même des sujets de fond et on voit bien toute l'ébullition qu'il y a autour de ces thématiques-là, que tout reste à inventer, on n'en est qu'au début. Alors après, vous avez d'autres domaines, hein. Vous avez le domicile connecté, vous avez la transition énergétique, vous avez le building, l'immeuble connecté, vous avez la ville connectée, vous avez des services autour des loisirs, des technologies. Alors quelques services hein, très simples. Vous allez avoir le verre connecté. Ça paraît anodin, mais c'est très intéressant pour des personnes qui vivent à domicile, en maison de retraite, de s'assurer qu'elles s'hydratent correctement, surtout l'été, lors des plans canicules, etc. Donc c'est tout simple, c'est un verre avec de l'électronique dedans qui lui permet de s'assurer que la personne âgée a bien consommé ses 3 verres d'eau dans la journée, etc. Ou de lui envoyer des rappels, ou d'envoyer à des proches, à des aidants, on en parlait tout à l'heure, des rappels en disant attention, mamie n'a pas pris, c'est pas hydraté correctement, donc il faut passer la voir. Les 75 autres startups qui sont lauréates n'ont pas encore été dévoilées aujourd'hui, le seront prochainement. Voilà. Et donc, comme le disait Delphine, à l'échelle du groupe La Poste, on a un gros acteur, etc. Mais la création de ces nouveaux services, quelles que soient les thématiques, hein, on parlait de santé, de silver economy, mais plus largement, hein, on va les inventer avec des partenaires, avec nos clients également. Et l'exemple de Tikizi est révélateur, c'est les valeurs ajoutées que peut apporter le groupe La Poste en termes de points industriels, de présence sur le territoire, de dimension humaine, de facteurs de proximité, avec le numérique, avec des acteurs très spécialisés, et l'idée de mutualiser un certain nombre de choses. Pour revenir à l'origine de ce projet Hub numérique, on a parti du constat que tout le monde réinventait l'eau chaude. Quelqu'un qui veut proposer un service autour d'un capteur connecté, il faut collecter les données, il faut les analyser, il faut les traiter, il faut facturer le service, etc. Et la vraie valeur ajoutée, c'est quelle est la proposition de service, pour faire quoi, etc. Et aujourd'hui, la partie gestion du capteur, collecte des données, stockage sécurisé, partage sécurisé de l'information, etc., eh bien, ça devient des choses qu'on traite de manière industrielle, avec des services très spécialisés qui vont les analyser. Ah bah voilà, j'ai cherché la télécommande, pardon. Voilà. Un petit schéma, alors un peu technique, je suis désolé, mais ça permet d'illustrer le propos. Le hub numérique, c'est ça en fait. C'est une plateforme qui est neutre, c'est-à-dire qui fonctionne avec plein de fabricants d'objets connectés. Vous avez des gros acteurs comme Legrand. Je vous ai parlé tout à l'heure de start-up qui proposent des verres connectés. Vous allez avoir
des devices médicaux, des balances connectées, des tensiomètres connectés, des thermomètres connectés, etc. Dans l'univers de la santé et de la cyberéconomie, vous allez avoir des capteurs de protection du domicile, c'est-à-dire le détecteur de fumée connecté, etc., qui vont remonter des données, quel que soit le réseau de collecte, le réseau télécom de collecte. Ça peut être du Wi-Fi, ça peut être du réseau GSM, 2G, 3G, 4G, demain 5G, etc. C'est aussi les réseaux bas débit, on parle beaucoup de Sigfox, de LoRa. Tout ça, on s'en affranchit. Vous avez les couches qui sont en bleu foncé, c'est bien le positionnement du hub numérique. La plateforme de collecte de ces données, de stockage sécurisé de ces données. Alors, c'est des plateformes industrielles, hein, il faut traiter le volume de données en temps réel, on parle de big data, etc. Vous avez dessus des fonctionnalités autour de la facturation des services, comment je souscris le service, comment je le facture, à l'achat, à l'acte, sous forme d'abonnement, lié à l'usage, etc. Vous avez tout un mécanisme de souscription des applications, donc applications mobiles autour de cette infrastructure. Et puis au-dessus, vous avez vraiment la partie service. Donc des services pour la cyberéconomie, des services pour la santé, des services pour la gestion de l'énergie, des services autour de l'électroménager connecté. Vous avez des gros acteurs comme Seb qui vous proposent aujourd'hui les cocottes minutes connectées, le chauffe-eau connecté, etc. Et la valeur clé, c'est bien le partage de ces données de manière sécurisée. Et c'est bien l'utilisateur qui est propriétaire de ces données qui définit avec qui il les partage. Donc sur ces projets-là, nos concurrents, c'est qui? Là, c'est une concurrence mondiale. Là, on est en concurrence frontale avec les Google, les Amazon, les Facebook. Parce que le marché est devenu mondial. Aujourd'hui, il y a combien? Il y a 15 milliards d'objets connectés au niveau mondial. Il y en aura 80 milliards en 2020. Donc dans 5 ans, en moyenne, chaque personne aura 6 objets connectés. Alors ça va être sur soi, ça va être à domicile, dans son véhicule, etc. Et donc le champ des usages, des services possibles, on est devant une feuille blanche, c'est à nous de l'écrire. Alors pour prendre un exemple, pour illustrer le propos plus dans la silver economy, on a pris le domicile connecté avec mamie. Effectivement, le fait de savoir que mamie n'a pas été à son salon le samedi matin entre 8h et 9h, on en fait quoi? Okay, elle ne s'est peut-être pas levée, elle n'a peut-être pas été au salon, elle n'a pas ouvert la porte du frigo, c'est une chose. Le fait d'avoir des capteurs dans des univers différents, c'est-à-dire le détecteur de mouvement dans le salon, le bracelet d'activité, Fitbit ou autre, le frigo connecté, elle n'a pas ouvert la porte du frigo, elle n'a pas utilisé sa cafetière. Le fait que ces différents capteurs n'ont pas vu d'activité le samedi matin entre 8h et 9h, alors que d'habitude, elle se lève entre 8h pour prendre son café à 8h20, il y a un problème. Donc là, c'est bien l'usage des nouvelles technologies dans le cadre de nouveaux services, de nouveaux usages, qui permet de créer de la valeur. Et le hub numérique, pour simplifier, va permettre de croiser ces données d'univers différents, dans des capteurs domotiques, des capteurs d'activité, des capteurs de gestion énergie, etc. Permettre de partager ces données par rapport à différents fournisseurs de services, de solutions. Et comme je disais, il faut arrêter de réinventer l'eau chaude. Toutes les couches basses, voilà, c'est des choses qui sont complètement mutualisées. La donnée qui est remontée, on s'affranchit, pour le fournisseur de services, on s'affranchit de savoir que c'est une donnée remontée par tel fabricant, par tel dispositif. On va remonter une donnée de poids, une donnée de tension, une donnée de consommation énergétique. Et derrière, avoir des scénarios d'usage. Ça peut commencer par simplement faire un appel téléphonique pour dire qu'est-ce qui se passe. Ça peut être effectivement de demander au facteur de passer dans le cadre de sa tournée pour dire voilà, vous n'êtes pas levé, est-ce qu'il y a un problème, etc. De remonter ces informations à d'autres acteurs. Ça peut être les proches, les aidants, etc. Donc là, on a un exemple de service qui n'est pas spécifique à la silver economy, parce que ça concerne tout le monde d'une certaine manière. On va remplacer simplement le mamie par les enfants, la vie du quotidien du domicile, avec des nouveaux usages. Et c'est bien l'alliance du numérique, d'une certaine manière, avec ces notions de proximité, des gens de confiance, etc., qui créent de la valeur. Alors, voilà un petit peu un échantillon des enjeux tels qu'on les conçoit aujourd'hui au groupe La Poste, des initiatives qu'on prend avec une partie des acteurs de l'écosystème,
et qu'on souhaite prendre demain. Alors, une des questions qu'on s'est posées pour finir, et après on partagera si vous voulez quelques questions-réponses, et demain, finalement, si on doit se projeter sur demain ou après-demain, ou dans un futur proche et idéal, qu'est-ce qu'on va à nouveau imaginer? Par exemple, Raphaël, qu'est-ce que toi, tu as en tête pour demain? Alors, j'ai pas de boule de cristal, malgré la belle photo. Je vais vous parler d'un futur relativement proche, où le groupe La Poste a pris la décision d'aller un cran plus loin dans son engagement sur la Silver Economy. On est aujourd'hui dans un salon B2B, donc professionnel qui parle à des professionnels. Et nous avons fait le pari de s'intéresser finalement aux particuliers, au grand public. Et notamment aux aidants familiaux. Il y en a plus de 8 millions en France. Certains peut-être le sont dans la salle. Vous avez forcément un papa, une maman, peut-être un grand-parent encore en vie. Et vous vous posez plein de questions. Qu'est-ce que vous vous dites finalement? Vous vous dites, bon, est-ce que mon papa, ma maman vont bien? Est-ce que mes grands-parents vont bien? J'aimerais avoir l'information quand je ne suis pas forcément sur place. Et puis vous vous dites aussi, et la nuit, quand je pars en vacances, comment ça se passe? Et puis parfois, on vous appelle pour vous dire, hey, chérie, est-ce que tu serais disponible ce week-end? J'ai mon robinet qui fuit, j'ai une ampoule qui est grillée. Est-ce que tu pourrais passer ce week-end, s'il te plaît, pour me bricoler ça? Donc en fait, ce que je vous dis, c'est la vraie vie. C'est ce que je pense que vous pouvez peut-être vivre chacun. Et on a décidé d'offrir une solution qui sera disponible en 2016 pour répondre à l'ensemble de ces besoins, mariant à la fois l'humain avec le passage du facteur, 2, 4 ou 6 fois par semaine, une petite application mobile pour avoir le côté numérique et puis avoir l'info tout de suite, et voilà, des choses comme la téléassistance ou du dépannage d'urgence que vous pourrez activer au besoin. Voilà le pari qu'on fait à court terme. Notre futur, c'est de répondre à une problématique très concrète, très humaine, voilà, pour toucher un large public. Alors, et toi, peut-être, Delphine, tu as une vision autre, peut-être? Oui, alors si je devais comme ça piocher quelque chose dont je pense qu'il faut qu'on s'occupe également, puisqu'on a parlé un peu de tablette. La tablette, on a vu que ça s'adressait plutôt aux personnes en rupture numérique autour de 70 ans. C'est la cible, c'est plutôt ce qui se passe. L'âge moyen, c'est 71 ans. Mais on a de 60 à 100 ans. Ceci dit, la tablette, ça correspond quand même à des personnes qui ne sont peut-être pas fragilisées. Et il y a toute la part des personnes plus âgées, peut-être déjà fragilisées, qui a un rapport à un autre écran, qui est dans la maison depuis longtemps, qui est la télévision. Et je pense qu'il faudrait faire quelque chose du côté de la télé, un jour, pour toucher les seniors encore un peu plus âgés, peut-être un peu plus fragilisés, sur un écran qu'ils connaissent bien, mais pour quand même leur apporter un peu d'Internet, un peu de visio avec les proches. Donc c'est aussi un sujet, je pense, d'avenir pour une partie de nos seniors. Et pour finir, Jean-Marie, est-ce que tu as des idées pour demain? Nous, on a un sujet au sein de CAPOS qui est la santé, la e-santé. Et donc, l'alliance des sujets e-santé avec les seniors, effectivement, se fait très facilement. Et on travaille aujourd'hui sur des services de livraison à domicile de médicaments. Donc, on a aujourd'hui des offres, Raphaël en a parlé, Portéo, médical, etc. Mais l'idée, c'est d'aller d'un cran plus loin, notamment avec le sujet des objets connectés. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de piluliers connectés. Donc, avoir des piluliers qui sont remplis par le pharmacien, on ne se substitue pas au pharmacien, clairement. Le pharmacien délivre les médicaments, c'est son rôle, remplit les piluliers, et avec la Poste, on va aller porter au domicile le traitement pour une semaine, pour 15 jours, pour un mois. Donc, ça cible forcément des personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, plutôt gros consommateurs de médicaments avec 1, 2, 3 prises par jour et à chaque fois plusieurs médicaments. Et c'est bien l'alliance du numérique et du service humain de proximité, de confiance, qui crée de la valeur. Avec bien sûr le fait que le pilulier se connecte, on peut savoir quasiment en temps réel que le médicament n'a pas été pris
et donc forcément déclencher des actions associées, des rappels de prise ou remonter l'information aux aidants, aux enfants, aux petits-enfants qui sont en relation quasi quotidienne avec leurs parents ou grands-parents. Peut-être quelques mots de conclusion. Donc vous l'aurez compris, le groupe La Poste ambitionne de jouer un rôle clé dans le développement de la silver economy, puis aussi dans l'adaptation de la société au vieillissement. Grâce à ces valeurs, grâce à ces facteurs, vous l'avez vu, grâce aussi à ces innovations, on en a eu une belle démonstration, grâce aussi à l'engagement citoyen de la Banque Postale, ne l'oublions pas, et puis grâce à son maillage territorial pour être au plus près de chacun des Français. Donc on fait le pari que la vérité, elle est finalement entre le 100% numérique et le 100% humain, sachant que le 100% humain, économiquement, il faut se le payer, et je pense que peu sont prêts à le faire, et le 100% numérique, on ressent aussi de la part des bénéficiaires une certaine aversion quand il y a trop de technologie et qu'il n'y a pas aussi de l'humain. Donc la vérité est véritablement au milieu, à vous de mettre le curseur où vous le souhaitez. La certitude, ou du moins la conviction que j'ai à ce stade, c'est qu'il faut développer des services utiles. Ça, c'est, je pense, le plus important, et surtout pour toutes les générations, qu'elles soient aidantes ou aidées. Et puis, si vous me le permettez, je terminerai par quelques propos, quelques considérations peut-être un petit peu plus personnelles. J'ai la chance d'avoir une grand-mère de 95 ans, qui a encore toute sa tête, qui n'est pas malade, qui n'a pas de pilulier, et qui me dit depuis quelques mois, quelques années, écoute mon petit chéri, qu'est-ce que le bon Dieu a fait pour que je vive aussi longtemps? Et quelque part, si on regarde son parcours, elle a perdu son mari il y a 20 ans, elle a perdu aujourd'hui tous ses amis, elle n'a plus que nous, les enfants, les petits-enfants. Et puis quelque part, moi, elle ressent un sentiment un peu d'inutilité, finalement, elle se dit qu'est-ce que je fais, etc. Et ce que j'aime lui répondre, c'est que finalement, mais écoute, non, regarde la chance que tu as, tu es pionnière finalement, tu es un exemple aussi pour toutes les générations suivantes. Et finalement, je pense que c'est la plus belle marque de respect qu'on peut faire à nos grands aînés que de raisonner aussi comme ça et d'avoir ces pensées pour elles. Voilà. Je vous remercie de votre attention. On peut prendre aussi quelques questions. Il nous reste 5 minutes pour répondre si vous le souhaitez. Oui, je vois qu'il y a un monsieur avec un pull bleu qui a une question à poser. Oui, bonjour. Je vous remercie pour cette présentation très intéressante. Donc, je me réjouis de voir que la Poste propose ou va proposer de nombreux services. Et une question qui vient à l'esprit, c'est qui va payer? Est-ce qu'on est en B2C? Est-ce que c'est le consommateur qui va payer? Est-ce qu'il y a un modèle de retour sur investissement pour les mutuelles? Et est-ce que l'État, qui, je crois, reste actionnaire de la Poste, a l'intention en fait d'avoir une action citoyenne et participer à cet effort qui est nécessaire, je pense? Alors c'est la question éternelle de la solvabilité, effectivement. Alors plusieurs éléments de réponse. Il y en a pas qu'une, et on n'en a pas trouvé de magique pour l'instant. Sur le rôle de l'État actionnaire de la Poste, à date, il n'y a pas de projet de transformer certaines de nos propositions de lien social en service public ou service universel. Ça ne fait pas partie des discussions à l'ordre du jour. Ça pourra, je ne sais pas, mais en tout cas à date, ce n'est pas prévu. Donc effectivement, le modèle de mais qui paye, parce qu'on a aussi, nous, envie de développer de nouveaux rôles pour nos postiers, nos facteurs, et ça permet aussi de préserver l'emploi et le modèle et le service universel de la Poste par ailleurs. Alors, qui paye? On commence à avoir quelques pistes. L'État prend ses responsabilités, notamment auprès des publics fragiles. Et la CNAV, comme on le disait, utilise la capacité du facteur à finalement pouvoir accéder facilement et poser quelques questions aux personnes âgées partout en France pour faire de l'identification de personnes fragiles, la pré-identification de personnes fragiles, et cibler son action pour atteindre ses objectifs ensuite, que ce soit d'accompagnement personnalisé, demain d'adaptation de logement. On va être peut-être un bras armé, entre guillemets, du repérage des fragilités pour les actions publiques à destination des publics qui en ont le plus besoin. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Et dans ce cas-là, dans les budgets de ces acteurs, qu'ils soient des acteurs nationaux, collectivités locales ou autres, eh bien, ce sont des choses qui sont désormais en train d'être planifiées.
une action récurrente de la Poste au service du repérage ou du lien avec les plus fragiles. Effectivement, c'est pas incongru. On est en train de planifier jusqu'à 2016, 2017, et puis après, au-delà, des budgets récurrents consacrés au repérage et au lien avec les personnes fragiles. Ça, c'est l'univers public. On a également l'univers des assureurs et des mutuelles, mais là, Jean-Marie, tu as peut-être un exemple récent à donner. En fait, effectivement, on est très actifs avec les assureurs sur le sujet de la prévention santé. Donc ces acteurs-là, j'ai cité tout à l'heure la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, Malakoff Médéric, qui proposent aujourd'hui des services de prévention à leurs assurés. Et ça se passe comment? C'est via des portails web, applications mobiles, etc. D'avoir de l'information santé pour sensibiliser au fait qu'on a un capital santé et qu'il faut le protéger. Sous la forme de petits questionnaires, savoir le niveau de risque auquel on a en fonction de l'âge, en fonction de son poids, etc. Pour orienter vers des réseaux de soins, des professionnels de santé, etc. Avec des solutions de e-coaching, d'éducation thérapeutique en ligne, etc. Mais aussi avec des services plus physiques, des rendez-vous avec des médecins, etc. Avec des modèles économiques différents, parce qu'un assureur, vous connaissez leur modèle économique, ils ont une base de clients, ils assurent un risque, et donc globalement, il faut que ce qu'ils proposent permette d'avoir un retour sur investissement, avec un contexte réglementaire français qui est quand même très contraint. Ils n'ont pas forcément la visibilité sur ce qu'ils remboursent, etc. Mais ils ont lancé ce type d'initiative. Et forcément, quand on regarde ce qui se fait à l'étranger, aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, etc., il y a des choses très intéressantes qu'on ne peut pas transposer en France parce que l'organisation du système de santé est complètement différente. Mais on voit bien l'impact du numérique dans ces enjeux-là. Et comme le disait Delphine, il y a les populations fragiles qui n'ont pas forcément les moyens, etc. Et donc là, effectivement, ça tombe plutôt dans l'escarcelle du service public à leur proposer. Et puis des populations peut-être plus solvables, etc., qui peuvent souscrire à un certain nombre de services qui répondent vraiment à leurs besoins de ce qu'ils veulent faire. Donc, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a des initiatives en cours de grands acteurs du monde de l'assurance, les mutuelles, etc., qui vont vers la prévention, la collecte de données préventives, le coaching. Donc, et ça, le modèle économique, je crois qu'ils ne l'ont pas encore mesuré, mais ils pressentent que c'est un sujet vertueux. Donc certains ont commencé à franchir le pas. On espère qu'il y en aura d'autres. Puis, peut-être pour terminer de compléter, il y a des voies qui sont en train d'être explorées autour d'un financement finalement tripartite entre d'une part l'État, d'autre part le monde économique, l'entreprise, le privé, on va dire, et le reste à charge individuel. Pour prendre l'exemple de le futur proche là, sur le service aux aidants, comme je m'occupe également des partenariats, je suis en train d'ouvrir des voies où justement on aurait ce triptyque qui pourrait être utilisé, où finalement l'employeur prendrait une partie à sa charge dans le cadre de son action sociale par exemple, l'État sous forme du crédit d'impôt, puisque ça serait une offre éligible au service à la personne, prendrait finalement sa part aussi de financement par l'économie d'impôt qu'elle pourrait générer, et il reste un petit reste à charge qui, comme son nom l'indique, reste à la charge du bénéficiaire, mais qui peut être aussi partagé avec les enfants par exemple. Donc vous voyez, on est en train d'ouvrir des voies. Moi je crois beaucoup à ce modèle où chacun prend sa part, on va dire, du fardeau. Et puis je pense que dans les années qui viennent, les politiques publiques vont évoluer, la responsabilité sociétale des entreprises aussi va faire que des budgets vont certainement être affectés. Et puis on va s'habituer petit à petit aussi certainement à épargner aussi sur ces sujets-là et à dégager du moins des ressources même personnelles autour de ces sujets-là. Voilà. Le micro va arriver. Bonjour, merci pour tous vos exemples. J'aurais une question qui complète un peu le modèle économique et qui rebondit sur votre dernière partie de réponse. Vous avez évoqué en partie introductive quelques acteurs du territoire qui peuvent intervenir aussi. Et moi, je voulais vous poser une question sur le modèle collaboratif sur le territoire, ce à quoi vous avez pensé en fait, ou peut-être quelles sont vos attentes. Alors, il y a un domaine de type collaboratif sur lequel on pourrait imaginer des choses, mais on est vraiment tout au début de la réflexion. C'est notamment la question de la mobilité.
la question de la mobilité des seniors, parce qu'on parle beaucoup de la nécessité de bien vieillir à domicile, mais ça n'implique pas d'y rester tout le temps nécessairement. Il faut aussi qu'on les aide à sortir, ça fait partie du lien social et de la qualité de vie. Une des pistes qu'on a, mais on est vraiment au stade du défrichage des possibilités, serait par exemple au niveau territorial et ou national, couvrir le sujet de la mobilité senior. Rendre accessible dans tous les sens du terme des possibilités de sortir de chez soi facilement. N'hésitez pas. Une dernière question. Bonjour, je sors un tout petit peu du sujet Silver Economy, mais comme vous êtes le directeur des partenariats, j'en profite. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la stratégie de partenariat et sur les développements à venir pour le groupe de La Poste, s'il vous plaît? Alors, tu veux en parler un petit peu? Oui, c'est un peu vaste comme question en fait. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de logiques de partenariats différents. On va avoir des partenariats plus industriels, de l'animation de concours ou d'incubation ou d'aide au développement de start-up. On a l'Alliance Dynamique, partenariat avec l'économie sociale et solidaire, qui a été souhaité par le président de La Poste. Donc voilà, on ouvre le champ des possibles, à la fois au niveau des grands sujets nationaux, comme la e-santé, la French Tech et la Silver, mais aussi au niveau local et territorial. Donc il n'y a pas de ligne figée, il y a énormément d'initiatives. Si vous avez un point précis en tête, n'hésitez pas. C'est que nos partenariats sont tellement larges, à la fois sur nos métiers historiques, sur les nouveaux services sur lesquels on se positionne, et puis également dans le cadre de la filière Silver Economy. Donc on peut en reparler si vous voulez après la conférence. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une conviction, c'est qu'on réussira tous mieux à plusieurs, et même quand on est très gros, comme on l'est, c'est une force, mais on est bien conscient qu'une force supplémentaire, c'est la combinaison d'expertise, d'innovation, etc. Donc on teste énormément. Petite dernière pour la route, non ? Merci beaucoup pour votre attention. Merci. À bientôt.